Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine culture et société. Transformer le banal en sublime grâce à la musique. Ce soir, nous vous proposons une rencontre avec Jean-Claude Casadesus, chef d'orchestre. Nous reviendrons sur 50 ans de carrière, réglée comme du papier à musique. La grande musique est-elle accessible à tous? Réponse avec Alexandre Tchekaj. Enfin, John Cage ou le silence assourdissant, une chronique de Marie-Jo Harry Guilandine. Jean-Claude Casadesus, bonsoir, bienvenue au rendez-vous. C'est un immense honneur de vous recevoir sur ce plateau. Mon cher Jean-Claude, je vous propose de revenir sur votre parcours d'exception et par la même occasion découvrir votre univers de chef d'orchestre. Vous m'arrêtez si je me trompe. Vous êtes un fervent défenseur de la musique contemporaine, vous êtes un passeur. Vous êtes soucieux de transmettre et de rendre la musique accessible à tous. Vous êtes également commandeur de la Légion d'honneur, de l'Ordre national du mérite, des arts et des lettres, chevalier des palmes académiques et j'en passe. Vous êtes forcément chef d'orchestre, ça se voit. Et vous avez fondé et dirigé l'Orchestre national de Lille pendant 40 ans. Jean-Claude, comment fait-on pour guider un ensemble de musiciens? Est-ce que tout est dans la main? Ah non, pas que dans la main. Non, c'est dans la tête, dans le cœur, dans la pensée, bien sûr. Il faut avoir un sens de l'artisanat transcendé. Il faut permettre aux musiciens de faire leur métier le mieux possible, tout en étant en permanence le serviteur des chefs-d'œuvre que l'on doit transmettre, c'est-à-dire des compositeurs. Vous parlez de la main du cœur, avec ou sans H? La main du cœur, la main du cœur sans H, sans H. Non, sans H, c'est la main de l'expression. Ça, c'est elle indique la route, et celle-là, elle indique le sentiment. L'émotion. Le phrasé. Alors vous dites, on ne peut pas mentir face à l'orchestre. Qui a dit, lorsque le chef arrive au pupitre, les musiciens savent immédiatement qui sera le maître? Alors c'est le père de Richard Strauss, qui était corniste à Munich, et qui dit, quand on voit monter le chef sur son pupitre, on sait qui de lui ou de nous sera le maître. Bon, je crois que c'est pas dans ces termes-là qu'il faut raisonner. Chacun a une fonction, mais le chef d'orchestre doit être là pour servir la musique et permettre, en effet, à travers une conception mûrement réfléchie, aux musiciens de faire leur métier le mieux possible. Et il doit en permanence anticiper. Il y a de la transmission de pensée, il doit devenir la note, il doit devenir la couleur, le phrasé, comme le joueur de tennis qui doit devenir la balle sans regarder où elle va, simplement par le placement, l'anticipation, le moelleux, l'amorti, le slice, et tout ça. Eh bien, il y a tout ça dans la musique aussi. La sémantique du tennis pour décrire le rôle du chef d'orchestre. Alors, c'est exigeant un orchestre? L'orchestre, c'est très exigeant. L'orchestre ne pardonne pas à quelqu'un de ne pas lui permettre de faire son métier le mieux possible. Il doit sentir la conception, car aucune œuvre n'est abordée ou ne doit être abordée sans conception préalable. Et tout se passe avant la répétition, avant les répétitions, à la table, où on analyse les routes principales, les routes secondaires, comme les cuisiniers qui mettent un peu plus de poivre, un peu plus de sel, un peu moins de ci, un peu plus de cela, pour avoir un ensemble et être en empathie avec la vie dans la musique. C'est la première des choses qu'il faut, en effet, à laquelle il faut penser. J'ai souvent cet exemple auquel je suis obligé de nouveau faire référence. Les chefs-d'œuvre sont immobiles. Pinocchio. Geppetto, c'est celui qui va leur donner l'âme, qui va les animer. Tout d'un coup, Pinocchio va devenir vivant. Dans chaque œuvre musicale, il y a une pulsation possible, il y a un rythme nécessaire, il y a une couleur, et tout ça doit être pensé avant la première rencontre avec les musiciens, dans l'analyse, dans la réflexion, dans l'intériorisation et dans l'anticipation. Quelle est la qualité d'un bon chef d'orchestre? L'empathie? La rigueur? Il y a beaucoup de qualités exigées. Il y a d'abord l'artisanat maîtrisé, savoir ce qu'on fait, avoir beaucoup travaillé, avoir beaucoup préparé, connaître son métier, et la psychologie. On ne demande pas à des gens sur le ton de l'agressivité ou de l'agression, pas plus que vous ne demandez à quelqu'un votre chemin dans la rue, vous ne le faites pas avec ni désinvolture, ni supériorité. Donc il faut savoir que nous sommes des collègues. Nous avons une fonction, le chef d'orchestre est là pour rassembler, pour fédérer les énergies
et pour essayer de servir au mieux la pensée du compositeur, tout en respectant les musiciens. Exactement, encore une métaphore, comme le cavalier qui monte sur son cheval. Le cheval est beaucoup plus gros que vous. Il va vous tester très très vite avec un petit coup de cul pour savoir si vous êtes capable de rester sur son dos. Si vous franchissez un obstacle, que vous ne l'encouragez pas et que vous ne le remerciez pas après l'obstacle, eh bien, il va vous en vouloir. Il va aller brouter ou essayer d'aller brouter sans vous demander la permission. Donc vous devez le tenir, le contenir, le respecter et en même temps lui montrer que vous êtes digne de le monter. L'orchestre est comme le cheval? L'orchestre, c'est comme un grand cheval. C'est lourd, l'orchestre, vous savez. Mais je veux dire, mon rêve, un de mes rêves, c'est que chaque homme politique fasse un stage à la tête d'un orchestre. Vous ne pouvez pas parler plus de 10 minutes, même 5 minutes, on ne vous écoute plus. Vous mentez, vous êtes décrédibilisé, suivez mon regard. Et si vous ne faites pas l'affaire, on vous vire. Et ça va très vite. C'est un microcosme, c'est vraiment une cellule incroyable de diverses personnalités, avec des aristocraties, des paysanneries, du centre, des progressistes, tout. C'est une société en réduction, l'orchestre, que l'on doit réunir autour d'un idéal commun qui est l'émotion de la musique, à laquelle chacun a droit, du plus favorisé au plus démuni. J'aimerais que nous revenions sur l'Orchestre national de Lille. Comment est-ce que vous êtes parvenu à l'élever à un tel niveau d'exigence, cet orchestre de région? D'abord, je ne vois pas ce qu'il y a de méprisant dans le mot région, parce qu'il y a un tout petit peu... Cet orchestre de région, c'est un orchestre national, comme tous les bons orchestres du monde entier. Quand ils sont bons, ça prend beaucoup de temps. Il faut 20 ans pour vraiment unifier les respirations, pour créer un orchestre. On ne peut pas partir de plus bas que je ne suis parti. Vous savez, en 2 mots, le ministre de la Culture de l'époque me demande si j'accepterais, en 1975, de terminer le contrat d'un orchestre viré. Vous ne pouvez pas arriver dans des meilleures conditions. Ils sont en grève, ils sont furieux. Qu'est-ce que c'est que ce petit jaune qui veut nous faire travailler alors qu'on va perdre notre travail? Donc il faut venir essayer de les comprendre, essayer de les rassurer, essayer d'avoir un projet. Ce qui m'est arrivé, voilà. Ensuite, il faut se mettre au boulot. Il faut travailler la sonorité, il faut travailler le phrasé, il faut travailler l'ensemble, il faut travailler la discipline collective. Ça prend des heures, et soi-même, on n'est pas forcément le meilleur dans toutes circonstances. Donc il y a une interrogation permanente, il y a une modestie nécessaire et il y a une lucidité sans laquelle on ne progresse pas. Vous y avez passé 40 ans. Et vous avez désormais passé la baguette, si je puis dire, en 2016. Une page s'est vraiment tournée, mais l'aventure continue. Quels sont vos projets en cours? Alors, à l'heure actuelle, j'ai au mois d'octobre un concert dans la région de Montpellier, à Montpellier. J'en ai 3 autres à Lille. J'en ai un à Bucarest et j'en ai un autre à Riga. Ensuite, je reviens à Lille. Ensuite, je vais à Moscou. Ensuite, je vais en Chine. Et il y en a encore un certain nombre comme ça qui s'enchaînent. Un agenda bien rempli. Écoutez, je ne sais pas si les voyages forment la jeunesse, j'espère qu'ils ne déforment pas la vieillesse, mais disons que l'action est le meilleur des antidépresseurs. Alors, la musique a-t-elle été toujours une évidence pour vous? Lorsque j'avais 4 ans, mon grand-père et son meilleur ami de l'époque, qui était Pierre Monteux, le créateur du Sacre du Printemps, grand chef d'orchestre, m'ont mis un violon dans les mains en décrétant que je serais sûrement chef d'orchestre parce que j'avais le sens du rythme, paraît-il. J'ai travaillé cet instrument merveilleux mais barbare pendant 2-3 ans, avec le coude comme ça, avec ça. Et puis j'ai abandonné à cause un tout petit peu de l'enseignement caporaliste de l'époque. Mais en même temps sont nées en moi 3 passions, Jean-Sébastien Bach, la valse viennoise et le tango. Mon grand-père écrivait des valses viennoises et du tango. J'ai des chaussures que vous avez peut-être remarqué qui viennent de Buenos Aires. Elles sont des chaussures de tango. J'ai adoré le tango. J'ai joué avec Piazzolla. J'ai eu cette chance, qui est un merveilleux instrumentiste et créateur du tango. La valse viennoise, c'est une merveille. Ça conduit à la Mitteleuropa, à Schubert, à Mahler, dont je suis un fervent admirateur. Et puis, la passion véritable pour mon métier est née avec ma connaissance de l'orchestre. Ma première rencontre avec l'orchestre symphonique, j'avais 11 ans et demi. J'ai été emmené par ma grand-mère
au concert, j'ai vu ce démiurge qui déchaînait des tonnerres, qui calmait les tempêtes, Wagner. Et je me suis dit, ah, c'est inouï, je veux être chef d'orchestre. Voilà, ça n'a pu se réaliser que 25 ans après. Et encore, en franchissant les étapes jour après jour. Mais vous savez, la musique, pour moi, c'est une planète magique. C'est comme, comment vous dire, c'est une grande prairie dont les fleurs sont les notes, les musiciens les jardiniers. Et tout d'un coup, on fait rêver, on donne du bonheur. Ça passe par l'exigence absolue. Et il y a une ligne philosophique dans tous les livres de solfège. La musique, c'est le respect des valeurs. Et je crois que ça doit servir de modèle de réflexion à notre société. Quand vous l'expliquez, c'est très beau et ça devient très simple. En revanche, est-ce que la grande musique est réellement accessible à tous? Je vous propose d'en parler avec Alexandre Tchekal. C'est le moment de la rencontre. Suivez-moi. Bonjour Alexandre. Mon cher Alexandre, vous nous attendiez sagement. Sagement, comme d'habitude, je suis très sage. Religieusement. Oui, n'allons pas trop loin tout de même. Non, c'est vrai. Oui. Question d'usage. Messieurs, est-ce que vous vous connaissez? Oui, je crois que j'ai l'honnêteté de dire que j'ai cette chance. C'est un véritable privilège. Oui. On est bien d'accord. Réciproque. Alors, petite piqûre de rappel, Alexandre, journaliste musical. J'aimerais qu'on commence, enfin vous aimeriez commencer, par une question. La grande musique est-elle accessible à tous? Vous en avez déjà un petit peu parlé dans la première partie. C'est l'ambition de la musique et peut-être du musicien et peut-être encore plus du directeur d'un orchestre, c'est d'emmener la musique partout où elle peut être reçue. Pour les néophytes, pour les mélomanes, pour tout le monde finalement. C'est presque un projet politique, Jean-Claude. Et vous l'avez fait vivre à Lille, avec des soutiens d'ailleurs politiques locaux divers et variés. Vous croyez vraiment qu'aujourd'hui encore on peut emmener la grande musique partout, qu'elle doit et elle peut être accessible partout? Vous savez, je crois que la musique, c'est pas un supplément d'âme, c'est l'âme. La musique s'adresse à l'imaginaire. La musique, c'est la traduction de toutes les voluptés, de toutes les tristesses, de toutes les joies, vraiment de tous les sentiments. Et je crois que du plus favorisé au plus démuni, chacun est égal devant l'émotion musicale. Quand on dit la grande musique, j'ai entendu ça pendant des années. Ah, la grande musique, c'est pas pour nous. Un chauffeur de taxi m'emmenait à l'opéra un jour, où je dirigeais, il y a un certain nombre d'années. Il me demande ce que je fais. Je lui dis, je suis chef d'orchestre. Il me fait, oh, ça, c'est pas pour nous. Je me suis juré que je ferais tout pour que ça le devienne. Vous venez de dire, la musique la portée partout, elle peut être reçue. C'était une de mes devises. C'était la musique, en effet. Je l'ai proposée aux instances politiques sans lesquelles, évidemment, pour un service public tel que la culture, on ne serait pas grand-chose. Irriguer complètement une région la plus jeune de France, 4 millions d'habitants à l'époque. Maintenant, les Hauts-de-France, on a 6 millions d'habitants. Et ça a été magique, parce que les gens se sont sentis respectés, parce qu'un orchestre symphonique qui poussait en qualité jour après jour et qui était passé à la télévision, à ce jour, nous avons visité 33 pays quand même avec l'orchestre. Donc ils se sont sentis... C'est un emblème presque. Ça a été un fer de lance de la politique culturelle de cette région, qui est devenue une des plus culturelles de France, sinon la plus culturelle. Donc une épopée, un grand bonheur, et les gens se sont sentis en effet reconnus, associés à cette émotion irremplaçable. Et je pense que la grande musique, comme ça on dit, c'est pas pour nous. Je pense que souvent, c'est parce qu'on n'a pas fait la démarche de réduire la distance sans altérer la qualité. Il faut toujours que la qualité soit au rendez-vous et que ça parle au cœur, la musique. C'est la dimension humaine formidable qu'il y a entre des gens qui, tout d'un coup, vivent ensemble une émotion. Vous aviez cité, je crois, un mot de Malraux que j'adore. Le jour, je crois... On peut être tenté d'aimer que le sens... On peut être tenté... On peut être tenté d'aimer que le mot art puisse donner à des gens le sens de la grandeur qu'ils ignorent en eux. Oui, c'est splendide. C'est se révéler à soi-même. C'est un révélateur total et absolu. Alors, pourtant, j'ai l'impression quand même, ça me rappelle, vous savez, ce débat fameux qui avait été télévisé entre Gainsbourg et Béard. Oui, tais-toi, blaireau. Oui. En gros, oui. Où Guibert disait que la musique pouvait être majeure et que Gainsbourg disait qu'il n'y a pas d'art majeur qui nécessite une initiation, en fait. Et cette initiation, je ne suis pas certain, pour dire les choses en douceur, qu'elle soit optimale
pour ce qui est de la musique, en tout cas en France. Par exemple, à titre personnel, je suis devenu un grand mélomane avec les années, un grand amateur en tout cas, mais c'est vrai que l'apprentissage de la flûte à bec et les 4 saisons de Vivaldi, ça m'a pas franchement exalté. Écoutez, c'est pas en effet la première discipline qu'il faut enseigner aux enfants. Aux enfants, il faut leur permettre de toucher le son, de jouer un petit peu sur des trucs. Moi, un de mes buts a été en effet de partager avec les plus jeunes, et souvent des quartiers très difficiles dans le Nord, cette rencontre. Et alors, une chose qui m'a beaucoup frappé d'ailleurs, avec les enfants de quartiers difficiles, notamment une école qui devait fermer pour cause de délinquance et de précarité scolaire, j'ai accueilli les enfants et je les ai placés auprès des musiciens. Et ils ont compris que la pédagogie de l'erreur qu'on leur enseigne, tu recommenceras jusqu'à ce que ce soit bien, nous les adultes, nous l'appliquons tous les jours. L'excellence impose, je veux dire, tendre vers l'excellence impose la rigueur et le désir de se surpasser, d'être meilleur le lendemain que la veille. Ça fait sens. Et je citais un exemple, l'autre jour chez un copain préfet. Je vois un jeune homme qui s'approche de moi, qui me dit, vous ne me reconnaissez sans doute pas. J'étais dans l'école Michelet-Roubaix, je suis Mohamed, mon frère Areski est sorti de Subdeco, moi je suis sorti de Sciences Po, je suis un collaborateur du préfet. Et c'est grâce aux gens que vous m'avez fait rencontrer, Dutilleux, Rostropovitch, Landowski, Maria Jouan-Pires. Oui, parce que cette rigueur de l'apprentissage de la musique ou du contact de la musique, c'est une rigueur qui est libératrice en fait. Mais si vous voulez, en effet, ça donne à ceux qui ne le soupçonnent pas la grandeur qu'ils ignorent en eux. Tout d'un coup, ils sont en contact avec la beauté. Et Dostoïevski a dit, et je pense qu'avec lui on doit le penser, la beauté sauvera le monde. Et on peut espérer que ce soit vrai, dans un monde carnassier, déchiré, qu'on connaît tous. Mais on n'a pas encore épuisé toutes les vertus thérapeutiques, je crois, de la musique, de ce que vous appelez la grande musique. Mais il n'y a pas de petite musique, il n'y a que de petites façons de la faire. Il y a des musiques actuelles qui sont merveilleuses, il y a des chansons qui sont formidables. Et puis vous avez tout d'un coup des silences habités, vous avez des univers qui sont créés. Vous avez l'impression d'être tout d'un coup tel Aladdin sur son tapis volant, emmené vers les sphères de l'émotion. Cette idée qu'il y a une sorte de passage obligé, qu'il y a une implication en fait, que ce soit d'ailleurs dans l'apprentissage de l'instrument ou même dans l'apprentissage de la musique ou dans l'écoute d'une musique qui est un peu complexe. Quand je dis que cette rigueur est libératrice, c'est que finalement, bon, on peut devenir soi-même, mais surtout, on atteint l'excellence, on atteint le plaisir. Vous avez un mot que j'aime beaucoup sur ça, sur la volupté en fait, qui passe d'abord par une rigueur pour atteindre ce plaisir de la musique. J'aime cette idée parce que je crois qu'elle est transposable en fait à plein d'autres domaines de la vie. C'est exactement la même chose en sciences expérimentales. Avant d'avoir un résultat, il faut beaucoup de rigueur. Il faut de la rigueur, il faut du temps. Il faut laisser à un arbre la possibilité de laisser ses branches s'épanouir. On vit dans une période un tout petit peu zapping. On vit dans une période où on est un peu à la surface. On vit dans une période où, en effet, Internet vous apporte des solutions immédiates, des réponses immédiates à des questions qu'on se pose et qui, malheureusement, altèrent un peu, peut-être, la nécessaire réflexion qui va vous conduire en profondeur vers peut-être un autre objectif. Rilke a eu cette phrase que j'adore, merveilleuse, « Être artiste, c'est ne pas compter ». C'est être comme l'arbre qui ne presse pas sa sève et qui résiste au grand vent du printemps sans craindre que l'été puisse ne pas venir. L'été vient, mais seulement pour ceux qui savent l'attendre aussi tranquilles et heureux que s'ils avaient l'éternité devant eux. Patience est tout, je l'apprends tous les jours au prix de souffrances que je bénis. L'art, c'est une interpellation. L'art, c'est aussi une douleur qui se transcende. On a vu dans le film de Truffaut, vous savez, La Nuit américaine, à un moment, Depardieu dit « le théâtre, une joie et une douleur ». Je dirais une douleur et une joie, et une transcendance. Il y a l'indispensable rigueur, et puis il y a tout d'un coup, je veux dire, la formidable ascension vers une transcendance. Et je crois que la musique est une des voies les plus pures vers la spiritualité la plus élevée. Une spiritualité qui peut même être laïque, en fait. Oui, bien sûr. Une verticalité. Oui, parce que c'est un dépassement de soi, c'est un questionnement, et on plonge aussi à l'intérieur de soi. Et la musique commence avec le silence, et les silences doivent être habités. Eh bien justement, parfois le silence fait beaucoup de bruit, surtout lorsque c'est John Cage qui s'y met. Les explications tout de suite avec Marie-Jo Harrig qui arrive sur ce plateau.
chère Marie-Jo, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre. Quel est donc ce silence assourdissant dont vous vouliez nous parler? Oui, je voulais vous parler effectivement de John Cage. Alors vous savez, pendant mes années d'apprentissage du piano, mon année d'apprentissage du piano, je me vante. Intense. Une seule. Il y avait une série de questions et de réponses qu'il fallait apprendre par cœur. J'ai pas retenu grand-chose, j'ai retenu juste la première. Qu'est-ce que la musique? La musique est l'art des sons. Et c'est vrai que dans les dictionnaires, on nous parle toujours d'harmonie, de composition, d'organisation. Et John Cage, il a quand même considérablement bouleversé les codes établis. On ne peut pas dire le contraire. Alors, qui est John Cage, pour ceux qui ne le connaissent pas? C'est un compositeur, un poète, un plasticien américain qui est né en 1912 et mort en 1992. Il a été l'élève de Schoenberg. Il s'est engagé dans une démarche artistique extrêmement avant-gardiste. On peut dire de lui que c'est un musicien de musique contemporaine et surtout expérimentale, malgré tout, avec des phases dans sa vie totalement antinomiques, mais avec une vraie cohérence intellectuelle. Donc, vous le disiez, on peut passer du silence de son fameux 4 minutes 33 à le vacarme le plus spontané qui est intégré à finalement ses concerts. Il peut aussi créer des opéras comme Euro-Opéra, Euro-Opéra d'ailleurs, c'est même pas la peine de mettre Euro-Opéra, qui inclut des morceaux d'opéra européens dans ses propres opéras. Et là, il explique, écoutez, ça fait 200 ans que les Européens nous ont envoyé des opéras, c'est à moi de les renvoyer. Donc voilà, moi je vous proposais de regarder un petit morceau d'un sujet qui a été tourné dans les années 70 pour voir un petit peu de quel personnage on parle. J'ai voulu savoir de Lee King ce qu'il faut que je fais dans le monde. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'était de faire répandre la joie et la révolution. Et je crois que ça va bien. Les musiciens d'autrefois n'ont pas aimé les bruits de l'ambiance, mais maintenant, avec beaucoup de musique dans le même espace des temps, on a une expérience qui nous introduit à la multiplicité des événements qui caractérisent notre expérience actuelle. Mais ça, c'est du bruit. Et la musique venait du bruit, elle va vers le bruit. Il n'existe pas, John Cage. John Cage n'existe pas. C'est une erreur fatale. Le silence ou le bruit? Vous avez vu, ça peut être très bruyant encore. Je l'ai connu, j'ai travaillé avec lui. Il a inventé le gong qu'on met dans l'eau et que l'on sort de l'eau. Il a inventé des tas de bruits qui sont devenus musicaux. Ils sont devenus complètement. Et c'était un personnage à la fois provocateur, très intelligent, très attachant et un grand spécialiste des champignons. Voilà, ça, je ne le savais pas. Ça, je ne le savais pas. Qu'on mange, Jean-Claude. Entre autres, et ceux qui font rire aussi, d'ailleurs. Oui, ceux qui font pas. Mais voilà, au tout début, il en rit d'ailleurs, ma mission dans le monde, qu'est-ce que je devais faire dans ce monde? C'était répandre la joie et la révolution. Et ça, on peut dire qu'il a mis quand même une sacrée révolution. Ah ben oui, il a un peu bousculé les codes, ça c'est clair. C'est clair. Alors c'est vrai que jouer comme ça avec le bruit qui l'entoure, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile. En général, il y a quand même une espèce de silence religieux qui entoure le début d'un concert. Là, c'est vrai que c'est assez particulier. Il a fait une œuvre dans un silence religieux, il a fait 4 minutes 33. Alors 4 minutes 33, c'est vrai que... Ah oui. Mais elle est réellement jouée par de vrais pianistes. Hein, mais oui, qui ne jouent pas. Elle est réellement pas jouée. Il avait un pianiste qui travaillait avec lui, qui s'appelait David Tudor, que j'ai bien connu aussi, et qui a joué sans jouer. Tout à fait. Tout à fait. La vidéo est tout à fait visible. Il ne dort pas, mais il ne joue pas. Et c'est vrai qu'il disait qu'en fait, le silence n'existait pas, qu'il avait été confronté à ça, que le silence n'existait pas parce qu'il y avait toujours au moins les battements du cœur. Et il dit d'ailleurs le son aigu de notre système nerveux. Bon, c'est vrai qu'on entend toujours plus ou moins quelque chose, un retour dans nos oreilles, mais c'est vrai que quand même, très vite, d'ailleurs, il avait beaucoup aimé la musique d'Eric Satie. Et très vite, il a rencontré aussi des artistes. Il a rencontré Max Ernst et Marcel Duchamp. Et on ne peut pas dire quand même que 4 minutes 33, c'est pas plus une performance surréaliste qu'une véritable pièce musicale. C'est en effet une plaisanterie, une piste de réflexion. Et un désir de capter peut-être la concentration des auditeurs. Probablement. Pour entendre le silence. Le silence assourdissant, c'est un bel oxymore. C'est vrai, c'est vrai, tout à fait.
Merci. Écoutez, on va pas aller plus loin parce que j'aurais encore plein de questions, mais Non, c'est la musique le de temps. fin qui vient de démarrer, Voilà, donc forcément, le temps ça nous y est est, compté. le temps est passé. Merci infiniment à tous d'être venus au rendez-vous. Merci infiniment Jean-Claude de nous avoir donné envie d'écouter sans complexe cette fameuse grande musique. Merci Alexandre et puis évidemment merci à vous Vous Marie-Jo. savez ce que disait Picasso à une dame qui lui disait « Maître, maître, je ne comprends rien à votre peinture ». Il lui a répondu « Madame, vous parlez chinois ?» Elle lui a dit « Non, pas du tout ». Il lui a dit « Ça s'apprend ». Ça, ce sera le mot de la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, en direct ou en replay, à vous de choisir votre écran. Le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Excellente soirée à tous. À très vite. Ciao.